Brestoise, Brestonnaire à 2 ans. Et c'est aussi un peu grâce à vous, puisque voilà, sans le soutien de la communauté, c'est vrai que je pense on aurait arrêté il y a quelque temps déjà. Bienvenue pour ce 67e épisode, ou bien le premier épisode de la saison 3 de Brestonnaire et le premier épisode de la saison 2021-2022 avec la Ligue 1 qui reprend donc ce week-end avec un déplacement périlleux, c'est le moins que l'on puisse dire, pour Brest à Lyon. Un déplacement délicat pour démarrer ce championnat, et d'ailleurs le début de championnat qui sera en général plutôt compliqué. Et je suis avec Yann, Yann qui reprend sa place, et vous, on va dire, Tout pour à fait. cette troisième saison. Comment vas-tu, Yann? Tout à fait, ça va bien. Il y a beau avoir eu l'Euro, j'ai quand même hâte de revoir cette Ligue 1 reprendre, même malgré le calendrier difficile. Et puis, hâte de reprendre cette petite routine que sont les podcasts au final. Tout à fait, les podcasts et live aussi, peut-être qu'il y aura un peu plus de live, puisque ça avait plutôt bien marché en fin de saison dernière. Fanche est absent car en Alsace. On a essayé de voir, mais c'est vrai qu'il était dans une situation un peu précaire du côté des forêts alsaciennes, donc la connexion n'était pas top. Mais il reviendra Difficile. très rapidement pour votre plus grand plaisir, évidemment, et on le salue naturellement. Mm. Difficile pour lui de se concentrer en l'état. Oui, c'est vrai que quand il y a le vide à côté, parler de l'arrivée de Marco Bizotte n'est peut-être pas la solution idéale pour survivre. Alors Yann, on va parler d'un peu de tout, hein, un peu de pré-saison, de tes attentes, de nos attentes même pour cette saison à venir. Et évidemment, on parlera un peu de news et surtout de Lyon avec un invité, Marlon de Inside Bones, qu'on avait déjà eu l'année dernière. Je crois que c'était dans un live par contre. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vrai qu'il nous avait dit que Romain Philippotto était un danger pour l'Olympique lyonnais. Et finalement, il avait eu raison, puisque Philippotto avait amené le premier but brestois. Oui, improbable, mais oui. D'une frappe sur le poteau qui avait rebondi sur Anthony Lopez. Anthony Lopez tout à fait inspiré lors du dernier déplacement du Stade brestois au Parc OL, au Groupama, à la Groupama Stadium, Groupama Arena, Groupama Stadium. Groupama Stadium. Même au beau milieu d'une averse, tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, mais nom de Dieu, plus la puissance, tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest, même la terre par la renverse. Absolument. On reviendra, mais on va d'abord parler du Stade brestois en lui-même, du football, du sportif et de la pré-saison, des transferts, du mercato. Finalement, alors évidemment, changement d'entraîneur, hein, toute première chose avec l'arrivée d'un entraîneur, on va dire, confirmé, mais c'est vrai qu'il tranche assez nettement avec la philosophie de jeu, on va dire, des deux précédents. Et pour ceux qui ont été peut-être contre Mallorca en match amical qui n'avait d'ailleurs que le nom, hein, parce que c'est vrai qu'il y a eu quelques échauffourées, la bagarre, hein, la bagarre. Et on a vu un Stade brestois totalement différent, en tout cas dans les idées de jeu, proposées par ce nouveau coach et ce nouveau staff en général. Donc c'est vrai qu'on va voir un différent Stade brestois cette saison, mon cher Yann. Oui, un changement de projet, tout simplement. Et à cet égard, démarrer par Lyon, je pense qu'il n'y aura pas de meilleur symbole. Je ne vois pas aller, enfin, on y reviendra, je ne vois pas aller jouer à Lyon, jouer la possession, etc. Je sais que ça déplaît à certains, mais moi, c'est un changement de projet qui, d'une part, me plaît, et surtout, je pense que quitte à assumer d'avoir changé de projet, on a pris le bon coach pour. Bon, en somme, si on résume, l'idée, c'est peut-être plus de pragmatisme, mais aussi plus de sécurité. Et la réputation de Michel Delattre le précède, hein, c'est quelqu'un qui n'est jamais descendu de Ligue 1, alors qu'il a quand même eu des équipes très faibles. On pense au Nantes qu'il a eu une certaine époque. Et puis même, finalement, on l'avait évoqué en live avec les Montpelliérains, Der Zakarian a cette étiquette d'entraîneur très défensif, très pragmatique, mais ses équipes savent jouer quand il y a besoin. Il y a eu, même contre Majorque, il y a eu quelques séquences intéressantes, même si, évidemment, c'était pas le centre, en tout cas le centre de ce qui était proposé. Et on rappelle que Michel Delattre a déjà sauvé le Stade brestois une saison, ce Et qui oui, est quand même un très bon point. oui.
l'an dernier. Tout à fait. Tu parlais de quelques séquences. Alors, c'est vrai que la majorité des occasions brestoises, des grosses opportunités brestoises, est venue d'un joueur, hein, Romain Fèvre. Naturellement, tu as vu plus de matchs de pré-saison que moi, un Romain Fèvre qu'on retrouve. Oui, qui au début avait un peu de mal dans le système essayé par Michel Delarcarian, c'est-à-dire un 3-5-2. Et bon, déjà sur le dernier match, dans ce système-là, c'était mieux, mais depuis qu'on est repassé en 4-3-3, c'est régal, c'est régal. Après, bien sûr, on ne voit que Romain Fèvre, mais c'est aussi parce qu'il y a une bonne animation autour de lui, notamment son entente avec Irving Cardona qui fait des merveilles. Bon, Irving Cardona a toujours ce souci pour régler la mire devant le but, mais dans les déplacements, c'est très intéressant. On l'a vu sur cette préparation, c'est les deux hommes en forme, hein, de Brest pour l'instant. C'est un duo qui, pour moi, peut très bien marcher à condition d'exister, tout Tout simplement. à fait. Tout à fait. Alors moi, je vais le dire tout de suite, hein, si Romain Fèvre part, je pense que le maintien sera impossible. S'il reste, il y a une chance. S'il reste, il y a une chance, et je pense de toute façon que s'il part, Brest sera en incapacité de remplacer par un joueur de son niveau, hein. Je pense que il y a eu un Oui, Romain Fèvre, mais je pense pas qu'il y en aura deux. Et à la limite, s'il part pour une belle somme, l'idée ce sera plutôt de le remplacer par plusieurs individualités qui viendront compenser quelques manques. Et on va peut-être en parler rapidement. Mais il y aura pas une individualité qui viendra remplacer Romain Fèvre, quoi. Ça, ce sera pas possible. oui, c'est assez évident, hein. Surtout que ce qu'on voit de Romain Fèvre, cette préparation, c'est qu'il n'y a pas que le côté offensif. Tout à On fait. voit, et peut-être que c'est déjà l'effet d'Arcarian, on ne sait pas trop, mais défensivement, il y a de la progression, il y a de l'implication. Bon, peut-être parce qu'il cherche un transfert, mais c'est sûr qu'avec un Romain Fèvre comme ça en Ligue 1, la vie est plus simple. Et je pense qu'on peut aussi dire que la fin de saison dernière, on va dire, était liée certainement à une fatigue, hein. Il n'a pas baissé de niveau parce qu'il le voulait, quoi. Je pense qu'il y avait vraiment un côté exaspération du corps face à un joueur qui jouait sa première saison complète et qui en plus a dû enchaîner avec quelques passages avec l'équipe de France Espoir, donc quelques trêves qu'il n'a pas pu passer à se reposer. Et on sentait, je pense, un Romain Fèvre totalement fatigué en fin de saison dernière. Et donc, quelques recrues, hein, évidemment, il faut en parler un peu. Toi, tu as discuté avec quelques spécialistes pour en parler, d'ailleurs, très justement, et avec beaucoup de qualité, hein. Jere Urunen, qui arrive en provenance du Genk, et Marco Bizot, donc le dernier venu, qui arrive de la Z. Alors d'ailleurs, les spécialistes du championnat de l'Eredivisie n'hésiteront pas à corriger les petites erreurs, mais soit on dit la Z, soit on dit Alkmaar, parce que le A de AZ veut dire Alkmaar, donc on ne peut pas dire AZ Alkmaar. D'accord, ah bah je noterai l'information. Tout à fait, tout à fait. Alors pour des sommes, pour Ronen, c'est plutôt bien vu, hein. 1 million d'euros, c'est quand même une belle pioche. On va attendre justement qu'il s'intègre parfaitement, que ce soit au style de jeu et j'imagine dans le vestiaire. C'est vrai que c'était pas transcendant contre Majorque, mais alors moi j'ai absolument aucun souci sur ses qualités en l'ayant vu quelques fois à Genk et en connaissant son expérience naturellement de latéral gauche titulaire de l'équipe de Finlande qui s'est qualifié à l'Euro et pour quelques saisons avec le Racing Genk qui était l'une des 3 meilleures équipes de Belgique. Par contre, c'est vrai que Marco Bizot, je ne connais pas. Mm. Par contre, les stats parlent pour lui, les supporters de la Z parlent pour lui également. Alors, je ne sais pas si c'est par rapport à ses performances ou par rapport à sa personnalité, qui a l'air, comme tu l'as mentionné, mon cher Yann, un peu hors du commun pour un footballeur, on va dire. Mm. Et je pense qu'il s'adaptera parfaitement à celle de la ville de Brest. Mais c'est vrai que deux recrues, ça fait peut-être un peu léger à quelques jours de la reprise du championnat, par Mm. rapport au chantier, on va dire, qui était le nôtre en fin de saison dernière. Oui, en termes de nombre, je suis assez d'accord. Par contre, je crois que c'est toi qui le disais en plus, mais pour Uronen comme pour Bizot, quand on regarde leur CV, quand on regarde les performances qu'ils ont eues les dernières saisons, parce que c'est pas des joueurs qui sont en constat d'échec, c'est des joueurs qui
globalement joué plutôt bien ces derniers temps. Qui était titulaire dans des équipes qui jouent la Coupe d'Europe quand même. Et Bah, pas dans c'est des ça, championnats de seconde zone. Ça. C'est-à-dire que c'est quand même la Belgique et les Pays-Bas. C'est soit au niveau de la France, soit juste derrière. c'est ça. Et en fait, bah, on se demande qu'est-ce qu'ils viennent faire là. Brest a fini 17e de Ligue 1, on n'a pas des arguments financiers extravagants, mais voilà, on arrive à attirer des profils comme ça, des profils très particuliers. Par contre, du coup, puisqu'on est sur Biseux, Ouronen jouera ce samedi, sauf blessure, puisqu'il n'y a personne d'autre à son poste. Mais est-ce que Biseux jouerait, et a fortiori dès ce samedi pour toi? Honnêtement, je pense pas. Je pense pas. Je pense que c'est limite déjà pour connaître sa défense. Aucun Hmm. match. Après, j'imagine qu'il y aura une concurrence entre les deux gardiens, même si l'Arseneur est un peu en difficulté depuis, on va dire, 6 mois. Hein, et il a encore montré contre Mallorca, c'est pas un peintre non plus. Hein, donc, Bizot va devoir, je pense, cravacher, même si je pense qu'il est intrinsèquement meilleur. Il y a quand même un gardien à déloger, même si Der Zakarian n'a pas l'air d'être un grand fan de l'Arseneur non plus. Bah, c'est assez compliqué de juger l'Arseneur, encore une fois, sur cette préparation que j'ai eu la chance de voir tous les matchs. L'Arseneur, il est fautif sur aucun but. Certains lui mettent peut-être un but contre Blabenec, mais voilà, c'est ce qu'on lui a reproché la saison passée. Il n'est pas décisif. C'est-à-dire, c'est quasi... Et Der Zakarian l'a dit très clairement, quand c'est un tir cadré, un but, tu peux pas espérer grand-chose. Mais après, il faut voir la gueule des buts. Les trois quarts du temps, il n'y peut rien. Donc c'est assez compliqué. Mais par contre, honnêtement, je pense que dans l'esprit du coach et même dans l'esprit de Grégory Lorenzi qui l'a fait venir, Marco Bizot, il vient pour être titulaire et titulaire indiscutable. On va pas chercher un garçon de 30 ans qui jouait la Coupe d'Europe l'an dernier pour le mettre sur le banc, encore plus si c'est pour le mettre sur le banc, alors que ton gardien numéro 1 est contesté par son public et par l'entraîneur. Alors, je pense comme toi qu'il jouera pas dès samedi, mais par contre, dès la semaine suivante, avec le match donc face à Rennes, pour moi, Marco Bizot sera déjà dans les buts. Alors, ça nous envoie aux attentes de cette saison, on va dire. Alors, c'est vrai que le début de saison, ce sera difficile d'en tirer quoi que ce soit hein, face à des équipes comme Rennes, Paris, Lyon, évidemment. C'est pas contre ces équipes-là que le Stade Brestois va se battre, hein, normalement, à moins que, on ne sait jamais. Euh, donc, il faudra attendre quelques journées, et je pense au moins à mi-septembre hein, pour voir et pour vraiment avoir une idée de où le Stade Brestois se situe en Ligue 1. Mais euh, il y a quand même des lacunes, et des lacunes qu'il va quand même falloir corriger d'ici la fin août, on va dire, avec le mercato ou pas. Mais il y a quand même Ibrahima Diallo qui n'a toujours pas été remplacé, notamment 10 mois après son départ. Hein. C'est ça. Globalement, si on chiffre, effectivement, je pense que Michel Carrion a raison. Il manque au moins 4 joueurs, dont 3 titulaires. C'est-à-dire que autant, effectivement, on cherche plutôt une doublure en neuf. Ça me semble cohérent. Steve Mounier, s'il est dans le bon esprit, ce qui n'est peut-être pas assuré. En tout cas, voilà, en pointe, ça me dérange pas de jouer avec lui. Mais effectivement, il manque un milieu plutôt défensif. Visiblement, sur ce qu'on a vu en prépa, il manque un deuxième défenseur central. Et moi, personnellement, je suis toujours pas rassuré par le côté droit avec un Ronald Pierre-Gabriel qui enchaîne le bon et le très très mauvais. Donc, il manque au moins 3 personnes fiables, tout simplement, 3 titulaires fiables. Moi, je rajouterais même un défenseur central, même si c'est pas, je pense, la priorité du Oui, je l'ai dit. recrutement. Ah, pardon. Oui, il faudrait un défenseur central meilleur, on va dire, que Brassier peut l'être. Ça Bah, devrait être plus. Christophe Herrel. Mais en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas le temps pour Lilian Brassier de progresser Hmm. lentement, on va dire. On Puis a vraiment besoin d'un taulier avec un autre taulier. c'est pas forcément une question de niveau pur sur le coup pour Lilian Brassier, mais une question de régularité. C'est-à-dire que Lilian Brassier, il peut te faire 45 minutes, et on l'a encore vu en prépa même la saison dernière, de très haut niveau, et derrière tout saccager parce qu'il y a un manque de concentration, il y a un manque de rythme, etc. Là, on va avoir besoin de 2 mecs qui sont capables de faire 90 minutes non-stop au même niveau. C'est surtout ça le plus important. Tout à fait, c'est sûrement pas Jean-Kévin Duverne qui Ah non, viendra régler ce souci. ah non, non, non.
préparation catastrophique pour Jean-Kévin, malheureusement. On ne veut pas s'acharner, mais c'est dur. Hein. Et au final, j'avais l'impression vraiment je l'avais dit, hein, mais d'entendre Olivier Dalloglio dans les propos de Der Zakarian. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de caractéristiques sur lesquelles le Stade brestois est vraiment dans la lignée de la fin de saison dernière. Et déjà, c'est pas bon signe, hein, parce que on sait comment la fin de saison dernière s'est terminée. Et deuxièmement, le problème ne venait peut-être pas de l'entraîneur. Peut-être pas entièrement, on va dire. pas entièrement. Mais la solution peut venir du nouvel entraîneur. Parce que, voilà, c'est effectivement des conjonctures, mais est-ce que, avec l'équipe d'Olivier Dalloglio l'an dernier, aurait eu ce sale caractère, hein, c'est un sale caractère finalement qu'on a vu face à Majorque, est-ce qu'on serait vraiment rentré dans le duel? Est-ce qu'on serait vraiment... Parfois, ça peut être négatif, mais c'est important d'avoir des mecs qui sont prêts à se lâcher, qui quittent à aller dans l'excès. Qui cassent des jambes contre des joueurs de N2. Voilà, j'osais pas le dire. On souhaite un bon rétablissement à Raphaël Gerbeau donc de Plabennec, mais voilà, c'est ce qu'il a manqué des fois à Brest, ce profit, enfin cette envie, cette niaque. Et typiquement, ça c'est une des caractéristiques des équipes de Derzakarian et j'attends de le voir cette saison. C'est tout simplement cette capacité à faire des exploits. Là, en introduction, tu le disais qu'on n'a pas forcément grand-chose à espérer du début de championnat. Mais je ne suis pas sûr que Michel Derzakarian, lui, il soit dans cet état d'esprit-là. On ne peut Autant qu'être agréablement surpris, finalement. Oui, mais même, je pense que pour lui, je ne vais pas dire qu'il aborde tous les matchs de la même manière, mais enfin, on a vu son Montpellier, on a vu son Nantes, c'est Nantes, faire régulièrement des exploits face à Monaco, même face à Paris. Enfin, je m'attends, enfin, j'espère en tout cas voir des exploits, chose que Brest n'a pas réussi à faire sur les 2 dernières saisons. On n'a pas eu une seule victoire d'envergure. Il y a eu effectivement le match nul à Lyon, mais c'est à peu près tout. Et ce sera intéressant aussi, et l'un des points sur lesquels Brest devra progresser, c'est évidemment le comportement à l'extérieur. Et évidemment, éviter ce lunatisme, on va dire, entre cette dualité entre jouer à Francis Leblay, où là, je pense que Brest, ces dernières années, pouvait rivaliser avec n'importe qui. Et les déplacements où là, Brest pouvait rivaliser avec une équipe de N3, quoi. Signalons quand même Michel Avacarian avec Montpellier l'an dernier, certes une bien meilleure équipe, c'est la 6e équipe à l'extérieur dans le championnat. C'est 29 points. Enfin, mine de rien, il y a des points à prendre à l'extérieur, il ne faut pas l'oublier. Eh oui. Après, on dit souvent que le maintien se joue à domicile, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc, il faudra aller chercher quelques points à l'extérieur dans une Ligue 1 qui s'annonce quand même assez relevée. Hein. Je pense que les deux promus, Clermont et Troyes, sont quand même d'un bon niveau. J'ai des doutes sur Clermont de mon côté, mais Troyes, effectivement, ils font ce qu'il faut sur le papier. Après, on verra. Hein. Il y a d'autres concurrents aussi, Angers, Bordeaux. Reims. Voilà. Oui, Reims également. Reims avec leur nouvel entraîneur qui, je crois, à Reims. Ouais. D'autant que Herbert Zenelli vient de se blesser assez gravement. Donc, pas plus. Le jeu rémois, on va dire. Mais du coup, si on est positif rapidement, c'est aussi ça. Je sais qu'on a fait des pronostics, certains nous voient descendre, etc. C'est possible, mais je pense pas que Brest fasse une saison à la Dijon, c'est-à-dire avec 20 points derrière tout le monde, même en l'état. Ça va quand même dépendre de la fin de mercato pour moi. D'accord. Parce que actuellement, notamment au milieu de terrain, c'est le trou béant. Il faut le dire ça. Et si Romain Fèvre venait à quitter le club, aïe. Oui, mais pas trop tard. S'il doit le quitter, dans tous les cas, c'est pas trop tard pour pas refaire une dialogue où on n'a pas le temps. Oui, exactement, c'est ça. L'idée, c'est que là, il y a une deadline, quoi. Il y a une deadline claire et précise. Alors, je sais que Romain Fèvre a prolongé, hein, donc à Noël dernier. Donc, j'espère qu'il n'y a pas eu de... et pourtant, je pense qu'il y en a eu un, mais d'accord oral à la con, où s'il y a une bonne offre, même à 24 heures de la fin du mercato, on te laisse partir.
Là, ce Oui, serait mais vraiment compromettre le sportif de façon très très dangereuse. ça serait quoi ta deadline pour laisser partir Romain Fèvre, toi? 15 août. 15 août? Ok, moi j'allais dire le 10, donc d'accord. Ok. Et par contre, là, s'il venait à partir, j'espère que le successeur est déjà dans les tuyaux, quoi. Parce que si on se retrouve Oui, avec un Jean-Lucas bis, bah non, Jean-Lucas qui ne jouera pas contre nous, tout à pas fait. ce week-end. Oui, Pardon. pas ce week-end, du moins. Mm. Et donc, pour résumer, on va dire, quelles sont tes attentes et quelles sont si tu devais faire peut-être une prédiction sur le niveau brestois et la place, on va dire, en tout cas, une fourchette de place où finirait le Stade brestois cette saison. Je pense que, peut-être optimiste, je pense que Brest finira entre 14 et 16. Je ne vois pas refinir 17 millions en dessous. Et sur mes attentes, je l'ai déjà dit assez clairement la saison passée. Moi, ce qui m'a beaucoup énervé ces dernières années, c'est le nombre de matchs où on a pu passer pour des cons. Et je pense que c'est aussi un peu la volonté derrière le choix de Michel Carrion, c'est que on ratera jamais 2 matchs de suite, je pense. On pourra les perdre, mais dans l'attitude et dans le contenu, on sera jamais à la rue 2 fois de suite. Et j'espère en fait, voilà, qu'on arrivera à donner un minimum de performance sur l'ensemble des matchs, domicile, extérieur, gros, pas gros, voilà. Ou alors, on pourra rater 2 matchs de suite, mais ça voudrait dire qu'on a des cons dans l'effectif, quoi. Oui, c'est ça. Et des cons qui n'ont pas peur de s'en prendre une non plus, hein. Tout à fait. Sur ce, Et de ton côté, passons. de Ah, ton côté. alors, de mon côté, moi, comme je l'ai dit, il y a quand même pas mal de détails qui entrent dans la balance et qui devront être. Enfin, j'ai pas l'effectif final du Stade brestois sous les yeux, donc c'est difficile de faire des prédictions, en tout cas sur ce que j'ai vu contre Majorque. Alors, c'était pas scandaleux, hein, mais c'est vrai que on restait un peu sur notre faim au niveau du jeu à une semaine du début du championnat. Je pense que au milieu de terrain, c'était quand même un peu compliqué. Euh, Il y a peut-être un peu de nostalgie aussi des idées de jeu. Là, je trouvais que c'était quand même assez stéréotypé et que sans Romain Fèvre, il n'y avait vraiment pas grand-chose au niveau de la créativité et toutes les opportunités venaient vraiment d'un seul joueur. Donc si celui-là est pris face à une équipe qui met entre guillemets un plan anti-Romain Fèvre en place, je nous vois difficilement voir je nous vois difficilement avoir beaucoup d'occasions sur un match et on n'est pas non plus l'équipe la plus efficace de Ligue 1. Donc voilà, ça me semble. Je pense qu'on va passer une saison difficile. Maintenant, si il y a deux, trois recrues qui arrivent et qui sont de la trempe, on va dire, et de l'expérience et de l'aura, on va dire, de Ouronen, de Bizot, parce que finalement, on a quand même, au-delà du fait qu'on a changé de staff et de projet, le profil des recrues change drastiquement également, hein, Mm. entre des jeunes joueurs à fort potentiel, on va dire, qui est arrivé ces 2 dernières années. Là, on est passé sur quand même de l'expérience et des CV en tant que Brestois assez impressionnants quand même, hein. Ça, il faut quand même le dire. Et j'imagine qu'il y a des arguments que Greg Lorenzi a quand même sorti des arguments en béton, hein, pour faire venir 2 joueurs de cette trempe-là, un international finlandais venant de Genk, un international néerlandais, alors une seule section, mais qui venait pareillement peut-être des 3-4 meilleurs clubs des Pays-Bas. C'est quand même assez impressionnant. Donc on va voir si les 3-4 recrues qui restent peuvent apporter vraiment un plus en tant que, à la fois en qualité mais en quantité également, parce que c'est quand même au-delà du fait que Brest manque de qualité, il y a quand même un problème au niveau du banc aussi, hein. Oui. C'est difficile de faire rentrer des joueurs à impact actuellement. Donc au-delà du fait qu'il faut recruter des bons joueurs, il faut surtout recruter. Mm. Oui, rien à retirer là-dessus. Si, juste préciser quand même, on enregistre donc le mercredi 4 août. Peut-être qu'il y aura une recrue ce jeudi, je pense pas, mais peut-être. Mais voilà, ne nous en tenez pas rigueur. Passons à quelques news. Ah, les supporters là, c'est quoi les news ce soir? Avec notamment des anciens Brestois
la saison reprend. Donc évidemment, les chroniques, et la tienne notamment, reprend par la même occasion. Eh oui, bon, les anciens Brestois, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais le stade brestois B d'Auxerre s'est donc considérablement enrichi, on va dire, cette semaine avec l'arrivée de Gaëtan Charbonnier dans un Auxerre qui tourne très bien. 2 victoires pour l'instant. La dernière 3-0 face à Grenoble avec notamment un but de Mathias Autrette. La première journée, on avait eu droit à une passe décisive de Quentin Bernard. Donc, bon début de saison pour Auxerre. On espère les revoir en Ligue 1 l'an prochain. Enfin, moi, ça me ferait énormément plaisir de revoir ces visages familiers. Sinon, on a évidemment la révélation de la Ligue 2, et là, c'est drôle, mais c'est Alexandre Mendy. Déjà 4 buts en 2 matchs avec Caen. C'est bon, c'est drôle, quoi. J'ai rien à lui reprocher, tant mieux pour lui, mais c'est improbable. C'est C'est une improbable. dimension que nous ne connaissions pas jusque-là. Oui, que personne ne connaissait jusque-là, hein, on va pas se mentir. Donc, voilà, mais c'est pour la Ligue 2, il y a assez peu finalement de joueurs qui jouent, d'anciens Brestois qui jouent actuellement. On a perdu des soldats, hein, on a perdu tous ceux qui étaient présents à Clermont, qu'on va donc retrouver en Ligue 1. On a perdu Simon Pondémé qui est descendu avec Chambly, Il y a JCP Pubis qui qui a est à signé à Dijon. Dijon et Tout à qui fait. réalise un début de saison difficile à l'image de son équipe. Oui, 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 très compliqué pour Dijon. 2 défaites en 2 matchs alors que c'est les grands favoris du championnat. Mais voilà, pour la Ligue 2, c'est à peu près tout. J'ai pas trop regardé les championnats internationaux, sachant que le mercato est pas encore terminé. Charlison Benchop n'a plus de contrat, tu me disais. Voilà, Tout à fait. c'est dommage, Dave. Alors que Nolan Roux en a trouvé un. Oui, à Châteauroux. À Châteauroux, beau projet à Châteauroux, donc bon, faut aller vivre à Châteauroux en revanche, hein. J'en connais qui le font, je les embrasse, mais c'est compliqué. Tout à fait. Alors, j'ai pas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Est-ce que Eden Benba, ça te. Non, j'ai regardé, il est tranquillement toujours du côté de l'Apoel Haïfa. Ah Ça non, se moi, je passe. vois qu'il est sans club Ah, bon. depuis le 1er juillet 2021. Donc, Ah, bah c'est. une très belle doublette Ben Bassat, Ben Shop qui pourrait être reformée. Allez. Bah, ils ont jamais joué ensemble, il me semble, hein. Ah, si. Peut-être, on vérifiera au montage et je Si, couperai si. puisqu'ils ont marqué les deux contre Lorient, notamment. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait. Ils ont dû jouer peut-être 6 mois ensemble. Parfait. Passons Ok. peut-être au calendrier des différentes équipes de jeunes et des féminines, hein, puisque la FFF a donc publié ses susnommés calendriers avec Mm. la réserve du Stade Brestois, donc entraîné par Bruno Grougy. On le rappelle, ce qui sera certainement un élément de curiosité cette saison autour du club, voir si peut-être Bruno Grougy est un génie du match du coaching et peut-être le prochain entraîneur, hein, du Stade Brestois, de l'équipe professionnelle. Et donc le Stade Brestois B démarrera cette saison contre la réserve du Stade Briochin le 28 août. Les U19. Donc toujours. Je me permets Oui, bien sûr, juste tu me permets. sur la N3, donc c'est à Saint-Brieuc le premier match. Et il faudra quand même attendre la troisième journée, donc le 11 septembre, le week-end du 11 septembre, pour voir Brest à domicile. Et ce sera un derby face à Plouzané. Tout à fait. Les U19, donc toujours entraînés par Franck Kerdiles. En revanche, Joanne Ramaré a quitté le staff des équipes de jeunes et du centre de formation pour rejoindre le Stade de Reims. Les U19 qui démarreront leur championnat contre Mérignac le samedi 21 août à 11h. Un horaire et un jour assez inhabituel, hein, mais qui pourrait se démocratiser, on va dire. On a déjà le terrain. On a déjà le terrain. Oui, ce sera Penelen. Penelen. Sûrement sur le synthétique, hein, puisque donc celui juste au-dessus, en herbe naturelle, est actuellement refait par Parfait. Merci, c'est parfait. Et on espère qu'il va durer un peu plus que 3 mois cette saison. Les U17 qui, eux, seront entraînés toujours par Olivier Aurillac, qui reste donc à Brest, démarreront leur championnat le 29 août à 15h. Ce sera contre le FC Nantes, donc un match sympathique pour démarrer la saison. Et enfin, la D2 féminine
qui a changé d'entraîneur, puisque Christophe Forest a quitté le club pour rejoindre d'ailleurs Dijon en D1. Et le club a fait appel à Yacine Guesmia pour reprendre en main la section féminine. Guesmia qui avait fait monter notamment ici les Moulineaux en D1 il y a 1 ou 2 saisons. Donc on change encore de projet et je pense que là ça a envie de mettre un petit coup de collier pour monter d'ici 2 ou 3 ans. Donc on va voir comment ça se passera. Et donc le Stade Brestois qui démarrera sa saison à domicile le 5 septembre à 15h. Et l'année dernière, les filles jouaient au Relecq-Quirion. Là, c'est marqué à Penn-Hélène, mais je ne pense pas que ce soit définitif. Et c'est donc contre Orléans. Orléans. Très bien. Voilà, on reviendra vers vous de toute façon dans les semaines à venir, puisque c'est quand même des échéances assez loin. On voit 22 août, 29 août, 5 septembre. Ça a le temps d'évoluer. Tout à fait. On en parlera et peut-être qu'on essaiera d'avoir des invités pour en parler également. Alors peut-être juste pour en parler rapidement, mais juste avoir peut-être ton avis sur la nouvelle politique de la billetterie du Stade Brestois. On a vu que donc la politique change assez drastiquement et que Brestois comme supporter, on va dire, de toute la France, ça râle. Ça râle et tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas une bonne idée. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Je suis assez neutre là-dessus parce que d'un côté, je comprends évidemment la logique économique du club. C'est-à-dire que c'est un modèle qui est déjà implanté au niveau du hand, il me semble, qui tourne plutôt bien. En gros, pour présenter à ceux qui n'ont pas suivi, c'est un modèle où on a un prix fort à, mettons, 5 semaines du match, et plus on va se rapprocher du match, plus le prix sera réduit, parce qu'il restera moins de places, etc. Toujours cette logique économique, ça peut être un moyen de s'assurer d'avoir toujours du monde si la saison venait à mal tourner. Mais après, effectivement, si on sort de l'aspect économique, ce qui gêne le plus, je pense que c'est pas ce modèle-là, en fait, c'est plus les prix de départ. On a vu du 50 euros quand même pour démarrer face à Rennes, 45 euros pour aller face à Rennes. Ça picote, je peux comprendre. Et puis, ça, c'est un simple avis, mais qui seront les personnes qui sont prêtes à mettre 60 euros pour aller voir le Paris Saint-Germain en tribune Quimper? Je ne pense pas que ce soit ces personnes-là qu'on ait vues ces dernières saisons en Ligue 2, qu'on ait vues il y a quelques années en National CFA. Ce sera des gens qu'on ne verra presque jamais en dehors du stade. Et moi, je trouve ça un peu moche. Mais après, je comprends malheureusement la logique économique du club. On s'est assis sur pas mal de recettes de la saison dernière. Voilà, je trouve dommage qu'il n'y ait pas eu peut-être parce que je pense que la critique viendra des groupes de supporters. Qu'il n'y ait pas eu un échange, peut-être qu'il y en a eu un, mais en tout cas, j'ai pas eu l'impression que ça a été fait en accord, ou en tout cas avec les supporters brestois. C'est vrai que moi, je trouve que c'est quand même assez malsain comme façon de procéder. C'est vrai que tu en parlais. Pour des matchs contre Paris, on va avoir des gens qui vont mettre 60 euros une fois dans la saison pour aller voir Paris, quoi. C'est ça. Ceux qui viennent régulièrement, alors normalement, certains sont évidemment abonnés. On a eu l'opportunité de se réabonner d'abord une fois et ensuite de s'abonner pour ce qui n'était pas prévu initialement. Mais c'est sûr que je trouve ça assez malsain avec peut-être ceux qui ont moins d'argent qui récupéreront les miettes que leur laisseront les autres. Oui, très clairement. C'est vraiment pas dans l'esprit, on va dire, du club de Brest, on va dire, et de la ville, qui est quand même pas non plus la ville la plus riche de France, même si c'est pas non plus la plus pauvre, loin de là, mais c'est pas non plus une ville qui marche sur l'or. Donc c'est pas. C'est surtout, je pense, je vais dire le mot décevant, parce que à l'inverse, ces dernières années, ces dernières saisons, même la présidence Le Saint en général, avait montré des bons signes en termes de démocratisation, de bons gestes vers les classes les plus populaires, parce que ça reste ça. En fait, ces dernières saisons, Brest avait vraiment l'image d'un club populaire. C'est une image de laquelle on peut et même on doit être fier. Et là, c'est pas le système en fait qui vient remettre ça en cause. C'est vraiment les prix. C'est-à-dire que
Et qui en tant que supporter brestois qui a déjà été en route de Quimper, qui va mettre 60 € pour un match pour aller en route de Quimper ou en plein ciel? Je Il y a suis une, d'accord. il y a une tribune qui n'a pas de toit. Donc, si tu te pointes en novembre, décembre et que tu te ramasses 90 minutes de flotte sur la tronche, bah, tu passes pas un bon moment et tu as payé 60 €. Ou bien en route de Quimper, tu te retrouves avec une petite tribune, alors qui a son charme évidemment, hein. Moi, je serais abonné en route de Quimper cette saison et je pense que si j'étais dans une autre tribune, je me ferais chier, on va dire. Mais c'est Hmm. sûr que le stade enfin le toit par contre est bas. Alors on voit pas grand-chose. Les sièges sont un peu, il y en a qui tiennent pas, qui tiennent pas totalement, qui sont pas fiables. On voit quand même de temps en temps des vidéos avec la tribune qui tangue d'un côté comme de l'autre, donc c'est pas non plus la sécurité totale. Donc qui va mettre 60 € Et pour puis, des matchs comme ça? Bah, ce seront ceux qui les mettront une seule fois dans la saison, quoi. Autre exemple, tu es une famille qui va aller en Arkea, en FCO, hein, comme la majorité des familles. J'imagine que tu dois payer, alors initialement, je sais pas combien c'est, ça doit être autour de 100 € hein, la place pour certains gros matchs en FUCO ou en Arkea. Arkea, c'est Euh, moi. ima- ok, bon, on va dire 80 €, autour de 80 € initialement sur les premiers prix. Hmm. Imaginons qu'il n'y a que le père qui aille avec ses deux gosses. Ça fait déjà 240 €. Imaginons c'est pour un anniversaire. Bon, voilà, tu te retrouves au final à attendre peut-être un peu que le prix baisse. Au final, tu te retrouves sans place. Bon, Ouais. c'est décevant, quoi. Hmm. Tu te fais avoir sur les places parce que certains ont été plus rapides que toi. Parce que j'imagine que quand le premier jour ou les premières heures où les places vont descendre, il va y avoir un afflux massif de, de, Oui. de, de- de demandes, on va dire, et ça va être un peu Et, la roulette, hein. et j'espère là-dessus, je pense que oui, quand même, que ça a été prévu, et notamment qu'on ait des sites internet assez solides pour gérer cet afflux-là. Je pense que oui, ça a été prévu quand même, mais on n'est pas à l'abri que bah, ça crache, etc. Donc à voir comment ça va se passer. Ouais, après, je crois qu'ils avaient donc Gérard et Denis Le Saint avaient déjà fait ça au handball, hein. Je crois que c'était quelque chose Tout à fait. qui était assez récurrent au handball. Le problème, c'est que je pense que le Les public du tarifs, handball n'est clairement pas le même que le public du foot. oui, et que Et les tarifs ne sont pas les mêmes. tout à fait également. Et je pense qu'il va y avoir une réponse assez claire, que ce soit des supporters ou même des spectateurs, hein. Je ne sais pas si les objectifs, on va dire, de rendre le Stade Francis Leblay plein à tous les matchs va être Attends, prouvé et atteint. Exactement. on verra. Enfin, on verra, on verra, on verra. Seul l'avenir nous le dira. Oui, parce que pour l'instant, typiquement, les billets face à Rennes sont déjà passés en phase 2. Il reste quand même un certain nombre de places. Donc peut-être qu'à terme, c'est c'est presque le club qui se ferait avoir et on se retrouverait avec une stratégie où les gens vont vraiment tous acheter au dernier moment. Et Exactement. Après, voilà, c'est malsain, je trouve. mais encore une fois, économiquement, moi, je le comprends. C'est juste les prix qui sont malheureusement. Enfin, c'est con, hein, mais moi, ça m'a marqué. L'an dernier, Brest a voulu faire un geste exceptionnel en mettant 70 € l'abonnement. Et aujourd'hui, une place pour Brest-Paris, c'est 60 € pour aller en Quimper. Mhm. Ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à Ah, fait. voilà, bon. Et ouais, Bon. tu parlais des opérations qui ont été menées pour rendre le club un peu plus populaire et attirer les gens au stade, hein. Francis qui paye sa tour notamment, qui paye le repas aussi. Et ça avait marché, faut Bah, tout à souligner, fait, hein. ça avait totalement bien marché, c'était une super idée. Et je pense que ça avait atteint un public qui, initialement, n'allait pas trop au stade ou avait quelques peut-être idées préreçues sur le stade qui n'entraient pas dans leur quotidien, on va dire. Et là, bah, ça casse un peu l'idée que Brest était redevenu un club populaire. Et on va voir comment tout ça évolue. Passons peut-être à Lyon-Brest.
qui sont placés. Y'a Chermoy, les bannières verniquent le Bayern. Feuille des chansons païennes, frère, t'y croyais pas hier. Mais y'a Chermoy, ça t'a fané. Représente les trépas, les campings. Pas de mise en place et tant pis, y'a Chermoy. Lyon-Brest, alors tu t'es entretenu avec Marlon de Inside Gone. On va peut-être t'écouter et l'écouter avant de discuter très rapidement de ce qu'on peut attendre de ce match. Pas grand-chose de positif pour moi, mais... Salut Marlon, donc avant toute chose on te remercie de revenir vers nous, puisque pour ceux qui ne s'en souviennent pas, tu nous as déjà fait l'honneur de ta présence 2 fois la saison passée. La dernière fois c'était en février, donc depuis 6 mois ont passé, et de manière très simple, qu'est-ce qui a changé à Lyon ? Bah, salut Yann, effectivement, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu depuis février, c'est vrai. Qu'est-ce qui a changé à l'OL en 6 mois? Écoute, tout, hein, franchement tout. La chose la plus importante, c'est le coach. Rien n'allait avec Garcia. Il fallait absolument changer de coach. Tactiquement, c'était vraiment, on se rapprochait du néant. Et puis de toute façon, on a vu dès qu'il est parti, il y a eu toutes ces déclarations sur Juninho, sur la direction, comme quoi il s'entendait avec personne, que les joueurs ne le faisaient plus confiance. Donc au final, c'est une très bonne chose. Après, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait qu'on ait perdu des joueurs. Automatiquement, je pense à Memphis qui était non seulement notre capitaine, mais en plus notre meilleur joueur sur le terrain. Et là, bah, on l'a perdu en plus gratuitement. Bon, après c'est pas comme s'il avait rien fait au club depuis ces 4 ans et demi, mais enfin, quand même, ça fait mal. Ça fait mal et il va falloir le remplacer. C'est pas évident. Le mercato commence très mal. Onana nous a planté. Donc, franchement, je sais pas comment on va s'en sortir, mais les prochaines semaines vont nous le dire, simplement. Donc effectivement, tu nous le dis, un nouveau coach qui tente d'imprimer sa marque. Jusqu'ici, cette préparation, comment ça se passait ? On a cru voir que Lyon a alterné le très bon et le moins bon. Bah écoute, l'arrivée de Peter Bosz déjà a été vraiment bien reçue par les supporters, moi compris. Je suis très heureux d'avoir un coach comme ça, surtout que bah, le profil n'est pas, enfin il est atypique dans le sens où Jean-Michel Aulas cherche toujours, quasiment toujours un coach qui est francophone, qui est français c'est mieux, mais qui est francophone surtout c'est encore mieux. On s'attendait tous à ce que Galtier signe à l'OL. C'était bien parti. Ils ont eu un dîner apparemment et finalement c'est Peter Bosz qu'on a eu. Écoute, je suis très heureux pour ce qu'il a montré à l'Ajax et à Leverkusen. Franchement, on va pas se plaindre. Après, c'est vrai que sur les matchs amicaux, les matchs de préparation, c'est en demi-teinte. Le point positif, c'est que l'OL a mis 2 buts minimum par match. Apparemment, ils ont planté au minimum 2 buts. Donc ça c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une rigueur offensive qui va arriver, on va dire, puisque sous Garcia, c'était pas ça. La mauvaise nouvelle, c'est que Lyon encaisse. Lyon encaisse, ils en ont pris 5 contre Porto. Défensivement, c'est pas encore ça, et de toute façon, moi, défensivement, je le sens pas. Cette année, je le sens pas. Denayer, c'est sur la piste descendante de plus en plus. Marcelo commence vraiment à se faire vieux et Damien Da Silva, j'ai très peu d'espoir en lui. Il y a que Diomandé en qui je fais confiance, mais je sais pas s'il jouera autant que la saison dernière. Tu l'évoquais justement, les changements évidemment également par le mercato. Il y a eu un peu de mouvement à Lyon, peut-être plus sur les départs que sur les arrivées, mais est-ce que tu peux nous faire un bilan sur ce mercato et globalement, surtout peut-être l'essentiel, nous dire ce que Lyon attend encore du mercato, parce qu'il reste quand même un bon mois de mercato? Bah écoute, du mouvement, au final, il n'y en a pas eu tant que ça. Dans le sens des arrivées, il y a Damien Da Silva qui est venu libre en tout début de saison. Apparemment, c'était déjà prêt depuis un petit moment. Il a fini par signer à l'OL en tant que défenseur remplaçant. J'insiste sur le remplaçant. Il y a Enrique aussi qui est arrivé, un Brésilien qui est arrivé pour jouer au poste de latéral gauche, qui a été essayé pas mal de fois pendant les matchs de préparation et apparemment il n'a pas été satisfaisant pour Peter Bosz. Donc l'OL serait à la recherche d'un nouveau latéral gauche qui jouerait titulaire du coup, puisque l'OL a eu la mauvaise idée, selon moi, de vendre Melvin Bard à Nice. Donc Nice qui vient encore acheter à l'OL. Et franchement,
Mercato très intelligent des Niçois, on va pas s'étaler là-dessus, mais enfin, franchement, c'est très bien joué de leur part. Dans le sens des départs, bon, il y a eu Memphis, hein, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Il y a Thiago Mendes qui pourrait s'en aller très rapidement du côté du Brésil. Ils sont actuellement en négociation pour un contrat, donc un prêt avec option d'achat obligatoire, si j'ai bien compris, de minimum 9 millions d'euros. Donc on se fait braquer, puisque du coup Thiago Mendes a coûté entre 25 et 30 millions, bonus compris. Il y a Youssouf Koné qui est parti, donc latéral gauche aussi, qui est parti parce que apparemment Peter Bosz ne lui fait pas confiance, donc il est parti en prêt à 3. Il y a Gianlucas qui est parti à Monaco pour 12 millions. Alors pour moi, selon moi, c'est une belle opération dans le sens où il n'aura pas énormément de temps de jeu et c'est ce que lui cherche. Par contre, je ne sais pas s'il aura ça à Monaco, mais en tout cas, 12 millions plus 15% à la revente. La dernière fois que l'OL a vendu un joueur à Monaco avec un pourcentage à la revente, c'était Anthony Martial. Et ils ont pris 20 millions, si je dis pas de bêtises, au pourcentage à la revente. Donc, à voir ce que ça peut donner. Alors, c'est forcément assez dur à dire quand le projet prend un tel virage, surtout à Lyon. Mais globalement, tu le sens comment, toi, cette saison? Tu penses que Lyon peut et même doit accrocher le podium? Alors là, il y a deux questions. La première à laquelle je vais répondre, c'est est-ce que Lyon doit arracher le podium? Évidemment. Évidemment que Lyon doit arracher le podium parce qu'il est temps qu'on revoie l'OL en Ligue des Champions. Il est temps que Lyon redevienne attractif pour de vrai. Parce que si Lyon joue en Ligue des Champions, forcément, il y a des joueurs qui aimeraient signer à Lyon. Là, c'est pas le cas. Je vois par exemple le mercato de Monaco qui joue les barrages pour aller en Ligue des Champions. Monaco, ils font un mercato cohérent. Un mec comme Boadou qui signe à Monaco, évidemment que j'aurais adoré le voir à Lyon. Et en vrai, ça aurait été plus que cohérent après le départ de Memphis Depay de prendre un mec comme Boadou, tu vois. Donc oui, pour moi, Lyon doit jouer le podium pour pouvoir être en Ligue des Champions l'année prochaine. Est-ce que Lyon peut jouer le podium? Franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas, à voir. Parce que certes, l'arrivée de Peter Bosz est une vraie bonne nouvelle pour les joueurs et même pour nous, les supporters. Mais faut surtout pas négliger les autres équipes qui peuvent jouer le podium, à savoir Nice, par exemple. Nice qui fait un mercato sensationnel et qui en plus ont recruté Christophe Galtier qui est champion en titre avec Lille. Lille qui n'est pas totalement fini, ils l'ont prouvé contre le PSG. Alors certes, c'est un PSG différent, mais enfin, il faut pas les enterrer tout de suite. Et surtout Marseille. Marseille, non seulement ils ont Sampaoli qui s'est fait un peu la main la saison dernière en arrivant en cours de saison, mais en plus là ils ont fait un mercato phénoménal. Pareil, je pense que Marseille, ça va faire très mal l'année prochaine. Et très honnêtement et très objectivement, c'est pas ce que je souhaite évidemment, mais je vois Marseille au-dessus de Lyon l'année prochaine. Donc si Marseille et le PSG finissent au-dessus, ça va être très compliqué pour au moins arracher la troisième place qui pourrait être destinée pour Nice ou pour Monaco ou même pour Lille. Donc ça va être très compliqué. Alors, on passe rapidement au match à venir, au match de ce week-end. En un mot très simple, tu le sens comment? Lyon te paraît prêt? Alors pour rien te cacher, je sais pas exactement comment s'est passée la préparation de Brest. Tout ce que je vous souhaite, c'est qu'elle s'est bien passée. Par contre, si elle s'est bien passée, franchement, je pense que Lyon peut être embêté dès le début, dès cette première journée de Ligue 1 contre Brest, parce que là, vraiment, ça peut être très compliqué. Lyon, comme je t'ai dit, certes, ça plante au moins 2 buts par match, mais c'est très bizarre. Ça a gagné au début, ça a perdu vers la fin. Décidément, les équipes portugaises, ça ne nous a pas apporté bonheur. Euh, à voir si Lyon est capable de répéter ça contre Brest, mais franchement, je m'attends à ce que Lyon se fasse surprendre. Et je m'attends à ce que Peter Bosz, du coup, réussisse ses coups tactiques, entre guillemets, plus tard, on va dire, dans ce championnat, plus vers la cinquième, sixième journée de Ligue 1. Le temps qu'il s'acclimate vraiment avec cette équipe de l'OL dans les matchs officiels. Et après, on verra. Mais moi, je vois déjà Brest faire du mal à l'OL parce que l'OL ne s'est pas renforcé comme il voulait et parce que l'OL est peut-être pas prêt encore tout de suite. Au-delà de la question purement des incertitudes tactiques liées à la préparation, il y aura des absents côté lyonnais ce week-end? Écoute, ouais, il risque d'y avoir pas mal d'absents. Déjà Bruno Guimaraes, qui pour moi est l'absent le plus important, qui joue les JO, qui va jouer la finale des JO contre soit le Japon, soit l'Espagne. Je crois qu'on ne sait pas encore. En tout cas, l'heure à laquelle on enregistre, on ne sait pas encore. Mais qui va jouer dimanche, du coup, la finale. Il y a Lucas Paqueta qui est encore absent, qui n'est pas encore revenu totalement
à l'OL, puisque bah, voilà, faut qu'il se repose. Il a joué la Copa América, donc il faudra qu'il se repose un peu. Enrique est suspendu. Alors, à ma plus grande surprise, hein, parce que bah, il n'a pas encore joué de match en Ligue 1, mais apparemment, dernier match qu'il a joué au Brésil, il a pris un carton rouge, donc logiquement suspendu contre Brest. Damien Da Silva sera absent, mais c'est pas si important que ça dans le sens où c'était pas prévu qu'il joue. Ce sera sûrement Denalo. Voilà, Denalo. Voilà, tu te débrouilles avec ça. Marcelo Denayer, pardon. Thiago Mendes risque d'être absent aussi pour les raisons qu'on connaît. Des difficultés pour se débarrasser de lui. Très franchement, Peter Bosz ne compte pas du tout sur lui. Donc on essaie de s'en débarrasser pour qu'il reparte gentiment au Brésil. En tout cas, c'est ce qu'il souhaite et c'est ce que sa femme souhaite. Elle a manifesté sur les réseaux, donc c'est ce que nous on lui souhaite aussi du coup. Bon vent. Mais oui, forcément, il y aura quelques absents à l'OL, des absents importants. Donc je pense que ça peut être compliqué pour l'OL contre Brest. Alors, Brest a certes fini 17e l'an passé, mais aura au final délivré 2 belles prestations hein, face à Lyon. Un match nul 2-2 au Groupama Stadium et une défaite 3-2 un peu imméritée à domicile. Il y a un joueur qui t'a marqué sur ces 2 matchs et qui pourrait donc une nouvelle fois être un grand danger pour l'OL. Effectivement, Brest est une équipe qui vient souvent nous déranger. La preuve, l'année dernière, aller-retour, ça a été très compliqué de jouer contre Brest. Est-ce qu'il y a des joueurs qui ressortent, selon moi, dans ce collectif? Écoute, franchement, pas grand monde, simplement parce que pour moi, c'est le collectif qui prime dans cette équipe de Brest. Si Brest a su embêter les Lyonnais l'année dernière, c'est simplement parce qu'ils ont été soudés collectivement et ils ont été motivés par le fait que ce soit Lyon en face et qu'il fallait faire bonne figure. Maintenant, est-ce qu'il y a un joueur qui ressort du lot? Évidemment, un joueur qu'on avait déjà évoqué lors de la dernière émission qu'on a fait ensemble en février, évidemment Romain Fèvre. Romain Fèvre, chiant, chiant ce joueur, mais techniquement il est très à l'aise. Il sait un peu tout faire au milieu de terrain et franchement, je pense que ça peut être encore une fois un danger. Je sais pas comment il a fini la saison pour être franc avec toi. J'étais assez surpris d'ailleurs du fait de plus trop voir de rumeurs sur lui à l'OL. Après, je pense que le changement de coach y est pour quelque chose, mais franchement, c'est vraiment un très bon joueur en tout cas. C'est vraiment un très bon joueur. S'il a été ciblé par l'OL, c'est pas pour rien. Même s'il n'est pas ciblé par l'OL, ça empêche pas que c'est un très grand joueur. Enfin, un très grand joueur, pardon. C'est un très bon joueur, pardon. Et que franchement, vous avez de la chance à Brest d'avoir un joueur comme ça. A l'inverse, tu l'as déjà dit, Lyon a perdu son meilleur joueur, Memphis Depay, mais garde quand même une belle armada. Pour autant, c'est quand même plus difficile maintenant de déterminer un grand danger, un joueur en forme. Tu nous dirais qui, toi? Écoute, Yann, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il y a une belle armada, on va dire, à l'OL, même si il y a quelques années, elle était quand même beaucoup plus qualitative. Aujourd'hui, tant que Memphis Depay n'est pas remplacé, on peut pas dire qu'il y a un danger numéro un, on va dire, offensivement. Parce que quand Memphis était là, c'était lui. C'était lui qui nous sortait des buts venus de nulle part, que ce soit sur coup franc, que ce soit bah, sur penalty, il est redoutable, ou même des frappes venues de nulle part, il en a mis plein. Hein. Je pense à celle contre le PSG il y a quelques années. Contre Marseille, la tête qu'il met où on s'y attend pas et au final il y arrive. Enfin, c'était lui le leader offensif numéro un. C'était lui le capitaine, c'est pas pour rien. Maintenant, si tu me demandes s'il y en a un qui sort du lot, j'ai envie de croire que oui. Et je pense à son numéro 10 remplaçant, du coup, Lucas Paqueta. Seul souci, c'est que Paqueta sera pas là encore contre Brest. Il est encore. Alors, je sais pas exactement où il est pour être franc avec toi. Je crois qu'il est encore en vacances. Parce que je crois qu'il fait pas. Non, non, il fait pas les JO. C'est Guimarães qui fait les JO. Mais je pense que c'est lui l'arme offensive numéro un tant que Memphis n'a pas été remplacé. Mais par contre, du coup, Brest aura la chance de ne pas voir le Brésilien. Et peut-être du coup un classique hein, pour terminer. Est-ce que tu as un pronostic? Tu avais presque eu le bon score l'an passé, puisque tu avais donné 3-1 pour Lyon, ça avait fini à 3-2. Ah, de toute façon, je suis pas bon du tout en pronostic. En général, quand je pronostique quelque chose, c'est souvent l'inverse qui se passe. J'ai perdu pas mal d'argent dans les paris sportifs et je te raconte pas ce que j'ai perdu pendant l'Euro. Euh, moi, mon pronostic, franchement, pour commencer ce championnat, je vois bien un partout.
Je vois bien un partout. Franchement, j'ai du mal à imaginer l'OL gagner contre Brest, même si franchement ça devrait, alors, sans manquer de respect euh, au club de Brest et à ses supporters, franchement ça devrait être une formalité. Le prend pas mal, hein, mais l'écart de niveau entre Brest et Lyon, franchement il n'y a pas photo, tu vois. Mais Brest est un collectif qui dérange l'OL depuis longtemps. L'année dernière ils l'ont prouvé et je pense qu'ils sont capables encore de le faire. Après, encore une fois, ça dépendra aussi de, euh, de la préparation des Brestois dont je n'ai aucune idée pour être franc avec toi, mais en tout cas, je vois bien Brest bousculer l'OL encore une fois, surtout l'OL de Boss qui n'a pas encore pu bien s'imprégner un peu du collectif et de la compétition, parce que là maintenant c'est les matchs officiels, c'est pour de vrai. Donc je vois bien Brest accrocher un peu l'OL et du coup un partout. Donc voilà, c'était Marlon. Petite précision, et ça, moi, ça me fait extrêmement plaisir de le dire, le parquage sera ouvert. Voilà, après un an de stade vide, le parquage lyonnais sera ouvert. Tout ce que vous avez à faire, c'est envoyer, donc remplir un formulaire qui est disponible sur le site du Stade Brestois, parce qu'ils sont obligés de réserver un nombre précis de places. Et voilà, donc on a toujours le tarif unique parquage visiteur, donc ça sera 10 euros que vous alliez voir le match à l'extérieur à Lyon, à Paris, à Marseille ou à Bordeaux. Voilà, ce sera 10 euros. Donc moi, c'est une nouvelle qui me fait plaisir. J'espère pouvoir en refaire quelques-uns avant de m'exiler, on va dire. Mais si vous êtes dans la région lyonnaise, n'hésitez donc pas. Tout à fait, quelques stades qui ont déjà été cochés, et notamment Clermont. Mon Ah, pied. tout à fait, Gabriel Montpied qui a pas l'air très très beau, mais bon, l'Auvergne, ça a l'air sympathique, donc pourquoi ne pas faire un week-end complet du côté de Clermont-Ferrand. Avant de parler de Clermont-Ferrand, évidemment, revenons sur ce Lyon-Brest, hein, ce Lyon-Brest où on a deux équipes qui entament un nouveau cycle. Et Yes. donc, on en a parlé avec Marlon, Peter Bosz, qui arrive du côté de Lyon, un entraîneur assez moderne, hein, néerlandais, donc assez porté sur l'offensive. Et d'ailleurs, on l'a vu lors des matchs amicaux, hein, Lyon marque beaucoup de buts, mais en prend également énormément. Le problème, c'est que Brest n'aura, je pense, pas beaucoup d'opportunités de marquer et par contre va prendre pas mal d'occasions, hein. C'est un peu de toute façon le tarif quand on va à Lyon généralement, c'est qu'on se fait pilonner pendant 70 minutes et on a quelques opportunités en compte qu'il faudra savoir saisir. Oui. Pour appuyer donc les chiffres, hein, des amicaux, Lyon, c'est 11 buts encaissés et 18 buts marqués. Donc quand même une belle force de frappe. Et puis même toujours ses individualités, hein. Ça a toujours été ça la grande force de Lyon. Et que même quand collectivement ça ne tourne pas, voilà, tu as un Oussama Aouar, tu as même un Islam Slimani qui peuvent faire basculer les matchs tout seul. Donc effectivement, un peu peur de ce match, mais je me dis qu'il faut peut-être mieux jouer Lyon comme ça en ouverture qu'en milieu de saison, parce que Marlon nous l'a dit, à Lyon, il y a quelques absents à cause des retours de sélection. Le mercato, il n'est pas fini. Donc, Défensivement, il y a quelques absents aussi, puisque Damien Silva, qui est l'une des seules recrues lyonnaises, hein, très peu de changements au niveau de l'effectif lyonnais, sera suspendu. Oui. Tout comme Enrique. Alors lui, je ne le connaissais pas, mais Enrique sera également suspendu, lui qui est un latéral droit, il me semble. Donc on pourrait avoir une défense un peu expérimentale côté lyonnais, avec tout à fait. une équipe qui prendra beaucoup de risques, donc il y aura peut-être quelques opportunités. Malheureusement, c'est vrai que il n'y a pas eu beaucoup d'arrivées, mais il n'y a pas eu beaucoup de départs non plus. Memphis Depay est sûrement le principal. Mais tu en as parlé, les individualités restent quand même très largement supérieures côté lyonnais. Oui, et sur le banc aussi. C'est ça qui peut faire la différence, qui nous avait fait mal, il me semble, au match retour la saison dernière, c'était les entrants. Après, moi, je sens bien une récurrence par rapport à l'an dernier, c'est-à-dire un match totalement catastrophique d'Anthony Lopez dans les buts. Surtout que là, Anthony Lopez vit un mercato compliqué, c'est-à-dire que Lyon lui a clairement dit qu'il ne comptait pas sur lui, qu'il voulait faire venir, donc c'est Onana, le gardien de l'Ajax, et on a appris en début de semaine que celui-ci, finalement, non, ne viendrait pas à Lyon. Dans quel état va se trouver un Anthony Lopez à qui on a dit non, tu ne joueras pas, qui est conditionné pour ne pas jouer ce week-end et qui finalement n'aura pas le choix? Moi, je suis assez curieux et je pense que
il nous l'a montré, hein, il est capable de partir en vrille, de rater complètement son match et de prendre un carton rouge, encore une fois. Bah, c'est tout ce qu'on lui souhaite, Anthony, hein, il le mérite. Mm. J'ai Il a travaillé très longtemps pour en arriver là, donc il le mérite. j'ai écrit dans mes notes, curieux de sa réaction, mais franchement, c'est un gros tocard. Bah, tu as bien résumé. C'était une belle note. Bon, je sais pas si c'est très pertinent de te demander sur quel domaine du terrain tu penses qu'on va se faire bouffer. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on va se faire bouffer, notamment au milieu de terrain, avec le problème qu'on a récurrent de ne pas réussir à sortir proprement les ballons. Et pour avoir vu quelques fois, et pas mal de fois même, le Leverkusen de Peter Bosz, c'est un club, enfin c'est un entraîneur et c'était une équipe qui pressait vraiment très très haut. Donc là, je pense qu'il n'y aura pas le choix de dégager des longs ballons sur Steve Mounier. Et S'il est là. Je pense que oui, il a repris l'entraînement, je crois, aujourd'hui ou hier. Mm. Donc voilà, je pense que ce sera la seule solution et que si on n'est pas là au deuxième ballon, les vagues continueront d'arriver de façon incessante et que ça ne pourra pas tenir très longtemps. Oui, et puis au milieu de Lyon, au-delà même de la tactique, il y a quand même Oussem Aouar, quoi. Repositionner au milieu et s'il veut nous la mettre, il nous la met. Hein. On Tout va à pas se mentir. fait. Et de manière générale, Lyon a quand même montré de belles choses en amical. Alors, ils ont pris beaucoup de buts, mais ils ont aussi marqué beaucoup de buts et de très jolis buts, hein, notamment un contre Villarreal où ça part de tout en bas et ça arrive dans le but adverse. Donc, je pense que oui, l'Olympique Lyonnais ne sera pas à 100%, on va dire, sur ce match, mais je pense que l'Olympique Lyonnais reste infiniment supérieur au Stade Brestois, surtout avec le retour des supporters dans le stade. Donc je pense que ce sera intéressant de voir aussi cette saison quel impact aura le retour des supporters dans les stades. Mais ça a du coup un portrait assez négatif. Globalement, t'attends quoi en fait de ce match? Pas grand-chose. Non, j'arrive avec beaucoup de curiosité. J'ai pas vu vraiment beaucoup à part Mallorca, j'ai vu aucun match de pré-saison. Donc je suis curieux. J'attends de voir ce que les premières idées, on va dire, les premières minutes, les premiers matchs de Der Zakarian avec le Stade Brestois. Malheureusement, sur ce match, je m'attends pas à grand-chose. Donc finalement, je pourrais qu'être agréablement surpris. Maintenant, il y aura toujours cette idée d'avoir une sorte de mentalité qui se dessine au Stade Brestois avec l'appui de ce nouveau coach qui est arrivé finalement pour ça. Hein. Je pense pas qu'il arrive pour bien jouer au football, entre guillemets. Alors, il sait le faire, mais il avait quand même des individualités à Montpellier qui lui permettaient aussi de bien jouer au football. Là, ça manque peut-être d'un ou deux joueurs de ballon, notamment, on y revient, mais au milieu de terrain. Belkebla, que ce soit Mbok, Magnetti, il y en a peut-être un qui a le niveau Ligue 1, mais ensemble, ça ne marchera pas. Il faudra quelqu'un à côté, une ou deux personnes d'ailleurs. Hein. Mais il faudra du monde à côté. Et voilà, on va dire que j'attends pas grand-chose de ce match et j'y arrive avec des grands yeux et curieux de voir les premières minutes et le premier match de ce Stade Brestois version 2021-2022 où finalement on a très peu de certitudes, hein, que ce soit avec la fin de saison dernière évidemment, mais aussi parce que c'est un nouveau projet avec un nouveau coach, une nouvelle idée, on va dire, de nouvelles idées qui arrivent par rapport à celles qu'on a pu avoir les 5 saisons précédentes. Peut-être seule certitude, a priori, Brest devrait venir en 4-3-3. Le 11 type, il est quasiment... Enfin, il est assez clair, hein, sauf évidemment le doute sur Bizot et Larsonneur. Mais on devrait pas... Et Mounier, évidemment, voilà, mais il n'y a pas trop de surprise. On pourrait partir donc avec le gardien, Pierre-Gabriel, Chardonnay, Brassier, Ouronen, Belkebla et donc Mbok, a priori. C'est ce qui s'est dessiné ces dernières semaines. Je l'ai redit quand on en parlait avec Fange rapidement, mais c'est vrai que Belkebla et Magnetti, ça fait doublon, quoi. C'est vrai. Et donc Magnetti et donc Honora à droite, Cardona à gauche et Mounier en pointe. Voilà, il n'y aura pas de grande surprise là-dessus, je pense pas. Moi, j'ai envie d'être positif. Hein. Je tiens quand même à signaler que Michel Daracarian, l'an dernier, c'est 2 victoires face à Lyon. Donc, certes, avec Montpellier, mais c'est 2 victoires. 2 victoires qui en plus avaient fait mal à Lyon, parce que c'était dans des moments assez charnières de leur saison. Donc, est-ce qu'il a une recette? Est-ce qu'il a un truc anti-Lyon? Je sais pas.
Mais après, bon, de manière assez réaliste, moi je pronostique comme ça une défaite 2-1. Et comme toi, ce que j'attends de voir, ça va être surtout au niveau de l'attitude. Voir si en fait ce que demande Michel Carrion a été intégré. Voir est-ce que son équipe est prête à souffrir, est-ce qu'elle saura souffrir, ou est-ce que ça va couler, ou voilà. Le résultat, je m'en fous un peu honnêtement. Je suis plus intéressé par le résultat face à Rennes que face à Lyon. Moi, je pense que contre Rennes, il y aura de l'opportunité. Là, Oui, contre Lyon, je pense que. Alors, je sais pas. Dans mon idée, on repart avec une valise. Voilà, on va voir. On va voir et curieux. bah, peut-être pour finir, puisqu'on arrive quand même à une bonne heure de podcast, un joueur à surveiller de chaque côté. C'est la première tradition du podcast. On la continue. Ouais, je pense que. Est-ce que ce sera l'année pour Maxence Cacré, qui est quand même un beau joueur de football, nouveau coach. Je pense qu'il lui scie parfaitement, puisque c'est un mec qui va bien en pressing, qui est intelligent, qui est très bon avec le ballon. Donc Maxence Cacré, s'il est titulaire, ça peut être son année, sa saison. Ok, ouais. Bah, Et mon côté Brest, j'enchaîne avec le Brestois. Ouais, vas-y. Romain Fèvre. Romain Fèvre. Parce D'accord. qu'on Pas regarde bien. même beaucoup le Stade Brestois pour Romain Fèvre actuellement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. De mon côté, alors, je partage ton avis sur Cacré, mais je pense que sur ce match-là, toujours dans cette logique que Brest fera un vrai match de chiffonnier, le joueur qui me fait peur, c'est Karl Toko Ekambi. D'ailleurs, c'est un joueur qui est vraiment limité, qui pour moi n'a pas le niveau pour jouer avec des champions, mais qui saura toujours marquer son petit but contre les équipes inférieures du tableau, qui mettra un but de crevin. Enfin, j'ai assez de mal à expliquer pourquoi, mais je vois bien Karl Toko Ekambi mettre une 12-13 buts cette saison et tous contre le bas de tableau. Côté brestois, Romain Fèvre évidemment, mais allez, je rebondis sur ce que j'ai dit en début de podcast. Irvine Cardona, d'autant plus qu'à mon sens, il a quand même les qualités pour mettre la misère à une charnière qui devrait être donc Marcelo Denayer. C'est bon, c'est costaud, mais ça a certains défauts, notamment de placement et de vitesse. Je pense qu'il peut faire quelque chose. Maintenant, voilà, faudra les marquer hein, contre Mayor qui peut mettre 2 buts sans, s'y réfléchit un peu, quoi, tout simplement. Et ouais, Jason Denayer qui ne sera pas à 100%, En puisque plus. lui revient de l'Euro avec la Belgique. Et il était malade la semaine dernière. Tout à fait. Et juste aussi intéressant de voir que ça se donnera avec Gauthier Larsonneur, puisque maintenant qu'il a une concurrence digne de ce nom, on va dire, et même plus que ça peut-être. On sait que c'est quand même dans la tête hein, quelqu'un de très très costaud, donc comment va-t-il réagir sur ce premier match de la saison? Parce que pour toi, il va jouer. Donc c'est ça l'autre Oui, pronostic. ce serait oui. Ouais, Mais moi, parce que je pense qu'il est arrivé tard quand même, il arrive aujourd'hui. non, moi je serais pas surpris que ce soit 50-50 et que ce soit décidé au dernier moment. Ok. On verra. Ça sera une autre surprise, hein, tout simplement. Et je ne vais pas te demander ton pronostic, puisque je vais attendre que tu le mettes du mot de Larouste. Ah oui, oui, c'est vrai. Larouste, effectivement, Larouste, ça reprend ce week-end. Donc, Ça reprend en plus grand et en mieux. Oui, vous avez une appli mobile qui fonctionne très bien. Donc, allez-y, il n'y a pas de souci. Si vous étiez inscrit la saison dernière, vous n'avez rien d'autre à faire que de compléter vos pronostics comme la saison dernière. Et si vous êtes un nouvel arrivant ou que vous n'étiez pas dans le délire Larousse la saison dernière, vous pouvez retrouver donc le code d'inscription. Il est sur notre compte Twitter. Il est en tweet épinglé, comme ça c'est encore plus simple. Et voilà, vous aurez juste à remplir vos petits pronostics. Il n'y aura rien à gagner sur cette première journée, mais à l'instar de la saison dernière, donc la très belle sera de nouveau à nos côtés. Et plus on est de fous, plus on rit. Hein, donc Tout à n'hésitez fait. pas à revenir. Qui est-ce qui avait gagné la saison dernière? C'était Jim Sla. Jim Sla qui remet son titre en jeu et qui a eu son prix il n'y a pas très très longtemps. Tout à fait. Tout à fait. Sur ce, il est temps de se dire à la semaine prochaine. Oui, on retrouve. Voilà, un podcast qui rentrera plus dans la routine avec évidemment parler de ce match contre Lyon. La saison reprend, mon cher Yann, et on est excité quand même. Oui, ça fait plaisir. Il était temps. Et pour finir, retour à la normalité, on n'abandonne pas la tradition. On vous dit Kenavo et allez Brest. Allez Brest, salut, à la prochaine. Même heure, même endroit. Allons sur le quai Guédon devant le piquet.
qui vont chanter la chanson, le branle-bas de la croisière, et dans la blanche baleinière, Chamboué, notre brigadier, son bol est caplé un peu sur le côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.